Je vais appeler Monsieur Jean-Paul Delevoye, président de la Fondation des Territoires et ancien ministre. J'appelle également Marie Ligonière, vice-présidente La Rochelle-Aglo, et Pierre Leroy, président du pays briançonnais, Guillestroy, Queyras et Écrin. Et nous rejoindra en visio Chloé Ridel, bonsoir, spécialiste des questions européennes et porte-parole du Parti socialiste. Merci à tous les trois de nous rejoindre pour cette dernière table ronde. Table ronde qui est consacrée à la concertation et refonte du contrat social pour un bonheur local porté. Vous voyez que pour ce dernier thème, nous avons également visé très haut sur les ambitions de ce thème pour conclure. Alors effectivement, information, concertation, participation, codécision. On n'a jamais autant parlé de démocratie participative et continue, mais dans les faits, cela ne se perçoit pas toujours. On a des discussions autour de qui prend la décision, d'où vient la pertinence de cette décision, comment a-t-elle été construite. Eh bien aujourd'hui, comment réinventer cette participation citoyenne? Les élus aussi sont-ils suffisamment formés? Disposent-ils de suffisamment de ressources pour repenser ces formes de participation citoyenne? Alors pour commencer sur ce thème de la concertation et refonte du contrat social pour un bonheur local porté, Pierre Leroy, président Pays briançonnais, Guillestroy, Queyras et Écrin. Pour vous, le bonheur local, ça veut dire quoi? Alors bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Comme on l'a dit pendant ces 2 jours, finalement le bonheur ça ne se décrète pas. Donc très clairement, je pense que mon point de vue est que les élus justement des territoires ont une responsabilité quand même importante de créer le contexte, de faire pour que finalement on permette à ce bonheur de se révéler sur les territoires. On le sait, on en a beaucoup discuté, j'irai vite vers des cas concrets pour expliquer comment on a vu les choses et mis en place les choses sur notre territoire. On est quelque part cerné par 4 crises. La crise déjà climatique évidemment, la crise de biodiversité, la crise sociale et la crise démocratique. Donc en fait on est cerné dans cet espace-là. On l'a vu pendant ces 2 jours, l'habitabilité de nos territoires est très clairement remise en cause. Et ça, on le vit. Hein. J'en parlais lors de la commission que je présidais hier. En zone de montagne, j'habite à 1600 mètres d'altitude. On est cerné par des effondrements géophysiques réguliers. C'est tous les 15 jours, toutes les 3 semaines dans les Alpes où on a des effondrements qui coupent des communes du reste de la société. Donc c'est quand même pas anodin. Évidemment, ça a un impact sur le bonheur local. Et donc, finalement, on s'est dit par quel bout prendre cette affaire. Et la transition écologique, pour nous, passe par le fait que nous devons mettre en place les outils permettant de répondre aux besoins primaires de la population. Aujourd'hui, l'eau potable, premier besoin primaire, n'est pas garantie, ni en quantité, ni en qualité. On le voit ces derniers jours avec les PFAS, très clairement, en France, le premier besoin primaire dans un pays développé n'est pas garanti. J'étais avec Édouard Philippe il y a 5 ans, je me souviens, il me disait il y avait 5 communes à l'époque qui étaient sans eau potable, et puis il y a 8 mois, le président de la République est venu sur notre territoire, le long du lac de Serponçon, c'était 2000 communes sans eau potable. Dans 5 ans, c'est 15 000, 20 000 ? Donc le premier besoin primaire n'est pas garanti. Le deuxième, on en parle beaucoup en ce moment, n'est pas garanti. Manger bio et local sur nos territoires, évidemment qu'il n'est pas garanti. Nos territoires ont une autonomie alimentaire de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Pendant 360 jours, notre bouffe est dans des camions. Et donc, production de CO2. Et puis le reste est à l'avenant. Pouvoir se loger décemment sans consommer trop d'énergie, pouvoir se déplacer, avoir un lien social sans produire de CO2 en zone rurale, je peux vous en parler, c'est pas simple. Donc aujourd'hui, on est en échec
Et quand le gouvernement nous sollicite à la NPP en nous demandant notre point de vue sur un scénario à plus 4 degrés, ça montre bien qu'on est en situation d'échec des politiques publiques. Donc repartir sur les besoins primaires et tenter justement de répondre à ces besoins pour que les citoyens puissent changer de pratique, ben pour le coup, on pense que c'est la solution. Et donc, il est question de penser le territoire avec un E et de penser le territoire avec un A, dans le sens où, pour moi, les élus sont des animateurs de territoire et des soignants de territoire. Vous parliez de la décision. Ben, finalement, moi, je pense que les élus ne sont pas là pour décider. Alors, je ne suis pas contre la démocratie représentative. Elle a un sens, elle a un rôle, elle a une importance. Mais en effet, la co-construction des politiques publiques s'impose aujourd'hui. Ça veut dire que la crise démocratique, pour le coup, c'est peut-être la première à soigner. Pendant 30 ans, finalement, la démocratie ça a été petit à petit détruite. Et là, il y a une co-responsabilité, hein. Le citoyen fait encore mémoire de ses droits et peu de ses devoirs. Et finalement, le citoyen, il a l'obligation de s'informer, il a l'obligation de s'approcher des politiques publiques locales et de participer. Et puis les élus se sont emparés de la décision et donc se sont assis sur un pouvoir qui était légitime. Et ça convenait à tout le monde. Et là, on voit bien aujourd'hui qu'on est à la fin de ce processus. Les citoyens disent « mais moi, je veux donner mon avis ». Et les élus, 2000 maires ont démissionné depuis les dernières élections municipales, c'est quand même pas banal. Et les prochaines, on va voir qui va se précipiter pour monter des listes en zone rurale. Ça va être un vrai enjeu. Donc là, on voit bien qu'on est à la fin d'un processus. Il va falloir reconstruire toute cette affaire. Bref, là, en l'occurrence, on est à l'Association nationale des pays et PETR. Et Madame la Présidente, moi, si je fais partie du conseil d'administration, ce n'est pas pour rien. C'est que je considère que la NPP, les PETR, les pays sont la solution sur les territoires. Pourquoi ? Parce qu'on en a peu parlé, mais dans le millefeuille dont on parle souvent, finalement, cette feuille, elle est différente des autres. D'une part, on ne lève pas l'impôt, bon, ça c'est une chose, mais surtout, c'est un territoire choisi. Et finalement, quand on prend ce millefeuille, ben c'est le seul. C'est la seule feuille où c'est une démarche volontariste des territoires de construire des politiques publiques ensemble. Et ça, c'est à la fois extrêmement fragile, mais c'est extrêmement puissant. Et quand on parle de transition écologique, la volonté de construire un projet commun, ce sont donc des territoires de projets qui construisent des projets de territoire. Et là, pour le coup, eh bien, c'est puissant pour justement répondre aux besoins primaires de la population, refaire société, lutter contre les clivages en construisant des diagnostics sensibles dont il a été question un petit peu ce matin, aller au contact des populations pour construire cette affaire, recréer des lieux de débat. Et là, on a besoin des conseils de développement, on a besoin de tous ces multiples lieux de débat où on va pouvoir co-construire ensemble. Donc ça veut dire tout reconstruire. Alors pas complètement, on a des outils réglementaires, PLU, SCOT, etc., qui peuvent être ces moyens de rencontre. Alors ce n'est pas une réunion d'ouverture et de fermeture. L'exemple que nous, on a expérimenté chez nous, c'est 14 ateliers de travail avec la population pour construire le PLU. Et finalement, ce sont les citoyens qui ont décidé des zones constructibles. Au passage, on leur a dit les choses ont changé, on est passé de 14 à 4 hectares constructibles, on vous donne les 4 hectares, où les mettez-vous? Et donc c'est très surprenant, pendant un an, on a vu toute une population se réunir et parler d'intérêts communs. Moi, j'étais contre le mur à observer, jamais les intérêts individuels ont été mis sur la table. Quelque part, les habitants ont compris l'enjeu d'imaginer un territoire désirable, un village désirable. Qu'est-ce qui est bon pour nous demain? Et donc, ils ont choisi les zones constructibles. On leur a fait des maquettes en relief. Alors nous, il y a du relief. Hein, j'habite à 1600 mètres d'altitude. Donc, des maquettes en relief. On leur a donné des Legos, des sparadraps de couleurs. Et ils ont construit les lieux de vie de demain. On l'a pris en photo. Et ça, pour les élus, c'est très confortable. Ce sont les citoyens qui ont décidé. Et quand un habitant du village vient me voir un mois plus tard en me disant qu'il n'est pas d'accord avec le PLU, c'est dommage. C'est vos voisins qui l'ont construit. Du coup, il me dit mais vous êtes en train de me dire que la prochaine fois, il faut que je sois là. Oui.
Évidemment. Donc, utiliser les documents réglementaires qui ne sont pas que des documents réglementaires. Les PLU et les SCOT, ce sont des projets de territoire. À nous, les élus, de nous emparer de telle sorte que ça construise de la politique publique et des projets de territoire. Et des exemples comme ça, on en a expérimenté donc en termes de concertation un certain nombre. Entre autres, on a créé un événement qui s'appelait 36 communes en transition. L'idée, c'était comment faire pour embarquer les gens. Vu à la télé, ça marche encore. On a choisi de contacter Cyril Dion, avec qui moi j'étais en contact, et il nous a donné gratuitement 36 clés USB avec son film, gratuitement, qu'on a fait passer dans 36 lieux choisis par les habitants, une bibliothèque, une épicerie, un bar, une salle municipale. Et là, une personne par commune, ambassadeur, a organisé cet événement. Et donc, il y avait la télé locale qui était en relais, et on a construit ensemble, les gens, par village, ont décidé de leur village désirable. Ils ont discuté ensemble de cette affaire. Et ensuite, on a expliqué comment la transition pouvait s'appliquer et en quelle mesure le PETL était à disposition pour construire avec eux des politiques publiques. On a parlé du donut. Donc là, très clairement, ça m'intéressait tout à l'heure dans la table ronde, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est à la fois en co-construction, en concertation, voilà, le donut, définir le plancher social. Donc ça, c'est assez facile. Je pense qu'entre nous, si on en discutait, on arriverait assez vite à un consensus sur ce plancher social. Mais il va falloir qu'on discute du plafond environnemental, c'est-à-dire individuellement et collectivement ceux au-delà duquel je ne peux pas aller au risque de mettre la société en danger. Donc vous imaginez la concertation sur ce sujet-là, ça va être passionnant, mais ça va être chaud, hein. Très clairement, mais quand vous êtes sur l'autoroute, vous avez ces panneaux 130 km/h. Déjà, les libertés publiques sont contraintes. Là, il est tout simplement question de l'avenir de l'humanité. Donc, finalement, qu'on ait un petit peu de contraintes sur nos libertés individuelles, ça ne me choque pas quand il est question d'avenir de l'humanité. Donc, c'est ça dont il est question. Et en termes de concertation, on parle bien de concertation. On parlait tout à l'heure de l'importance des mots. Ce n'est pas de la consultation. La consultation, c'est sur un projet, on vous donne votre point de vue. Non, là, il est question de concertation, c'est-à-dire de construire ensemble un avenir désirable. Et juste, je termine là-dessus, je pourrais revenir sur le détail des exemples, hein, mais celle qui m'a succédé en tant que maire sur ma commune de Serre-Chevalier, elle me disait l'autre jour, mais en fait, qu'est-ce qu'il est compliqué de ne rien faire? Parce que quelque part, c'est ça. Arrêter d'investir sur du carbone et investir sur l'animation territoriale, investir sur le faire ensemble, sur le lien social, sur ce nouveau contrat social qui nous permet de vivre ensemble et de continuer à vivre dans la durée et que les générations qui sont là, avec nous, aujourd'hui, aient des perspectives d'avenir. Donc c'est un vrai sujet. Ça veut dire qu'il va falloir que les politiques publiques réorientent les investissements. Donc là, c'est des signaux en permanence avec la NPP. Je crois qu'on a vu 7 ministres successivement sur l'animation territoriale faire comprendre qu'on a besoin de vrais gens sur le territoire, près des élus bénévoles, pour construire ces politiques publiques avec des compétences spécifiques, parce que la concertation, ça ne vient pas du ciel. Il faut des compétences techniques pour accompagner véritablement et ne pas tromper et construire la confiance. Donc c'est un vrai challenge d'avoir des gens compétents, d'où l'intérêt de travailler avec des scientifiques. C'est ce qu'on fait en ce moment, j'expliquais lors de la commission d'hier, où on travaille sur les politiques énergétiques dans les 10 ans qui viennent, tenant compte des paysages et de la population et de la biodiversité. Donc, d'ailleurs, c'est la même chose. Donc construire ensemble des politiques énergétiques, quelle sobriété on s'impose, individuellement et collectivement, et quelles énergies renouvelables nous allons choisir, tenant compte de nos paysages et notre biodiversité. Gros challenge. On a 1 an et demi pour construire cette affaire. Pour moi, c'est possible.
Merci beaucoup, Monsieur Leroy. Et pour continuer ce riche débat que vous avez introduit, je passe la parole à Monsieur Delevoye sur cette question de la concertation et de la refonte du contrat social pour le bonheur local. Est-ce que vraiment on parle de contrat social de votre point de vue, Monsieur Delevoye? D'abord, merci de m'avoir invité. Et c'est toujours intéressant d'entendre les élus, car aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'actions et de projets qu'on imagine, et on a tendance à sous-estimer cela. La seconde, c'est que la table précédente, M. Chabot notamment, montrait la problématique de la subsidiarité, et l'on voit bien qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à regarder à travers des organisations. Or, il y a une question de fond, c'est que la dimension du problème impose la dimension des réponses. Et le changement climatique impose des réponses continentales. L'aspect social impose des dimensions locales. Et l'on voit bien que le fait de réfléchir à l'adaptation de nos organisations par rapport à la dimension des problèmes est déjà un vrai sujet. Et ça pose un vrai sujet du partage des pouvoirs. On aura peut-être l'occasion d'en parler très généralement. La France est un des rares pays au monde à préférer la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. Et donc, on a du mal à partager cela. Mais ce n'est pas uniquement vrai en politique, c'est vrai aussi en association. On a du mal à partager le pouvoir, c'est un vrai débat. Mais la question de fond qui était aujourd'hui posée, ce n'est pas uniquement la dimension des problèmes, c'est la nature des problèmes. Il faut que nous soyons très attentifs. Ce que vient de dire M. Leroy, c'est qu'en réalité, la génération dans laquelle nous rentrons aujourd'hui est une génération qui est frappée par un événement incroyablement puissant, traumatisant, qui est celui, par rapport à notre génération, de la brutale apparition de la notion de finitude. Nous avons vécu dans une espèce d'insouciance dans laquelle le progrès est éternel. Il allait systématiquement y avoir un progrès social, nous allions vivre mieux, etc., etc. Il suffisait simplement d'optimiser le système. Et globalement, les choses allaient bien. Et comme on parlait de quelqu'un qui était malheureux dans cette espèce de perspective heureuse pour tous. Et dans cette notion-là, et notamment dans des pays judéo-chrétiens comme les nôtres, quand il y avait une difficulté de caractère social ou de caractère hors norme, généralement, on mettait en place une politique publique de compensation de cet handicap pour soulager la conscience ou soulager notre conscience, pas forcément pour aider la personne à surmonter une difficulté. Et donc, on a mis en place des mécaniques normatifs, législatifs, budgétaires, avec uniquement des indicateurs de caractère physique. Est-ce qu'il est dans la norme? Est-ce qu'il n'est pas dans la norme? Et si vous regardez bien les choses, tous nos indicateurs sont des indicateurs mathématiques, cartésiens. Aucun d'entre eux ne prend un indicateur, est-ce que la biodiversité se dégrade ou pas sur notre territoire? Est-ce que les gens sont heureux ou pas? Cette notion de psychisme est extrêmement difficile à appréhender chez nous parce que très souvent dans notre société, on a considéré la fragilité psychique comme un handicap, la dépression quelque chose de honteux. Or, la vraie question qui est aujourd'hui devant nous, c'est n'ayons pas une guerre de retard. Quand nous étions dans des sociétés agricoles, ce qui est encore 2/3 du monde, l'obsession, c'est la fertilité des sols. Puis, dans les sociétés industrielles, nous étions obnubilés par le maintien des ressources et les caractères de ressources renouvelables. Et là, brutalement, on s'aperçoit que les sols sont en train de diminuer et que les ressources sont épuisables et que nous rentrons dans une société post-industrielle d'économie des compétences dans laquelle, paradoxalement, l'accélération à laquelle nous ne cédons pas, voire même nous la nourrissons, on veut aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours avoir plus, avec quelque chose qui est extrêmement préoccupant, c'est que l'on a oublié notre ancrage du passé, et comme on ne croit plus au futur, parce que le futur est incertain, on est dans l'immédiateté permanente, tout de suite, etc. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train d'accélérer l'épuisement des ressources naturelles, ce que vous évoquiez sur l'eau, etc., mais aussi l'épuisement des ressources psychiques. Toute organisation publique, qu'elle soit économique ou territoriale, doit être réglée avec les règles de la biologie et de la psychologie. Or ça, quelque chose de totalement nouveau. Or, aucun système politique, aucun système économique, aussi puissant soit-il, ne pourra se construire sur la désespérance des hommes. Et ce à quoi nous sommes en train d'assister,
c'est que sur un territoire, nous voyons réémerger brutalement à l'échelon de la planète la remise en cause de l'histoire par la géographie. Dans le monde entier, vous avez des minorités ethniques qui sont en train de contester, et donc les chocs culturels sont en train de créer, qu'ils se traduisent par les aspects religieux ou des aspects ethniques, et y compris chez nous. Chez nous, on est en train de voir une radicalisation dans les rapports sociaux sur des bulles de plus en plus hermétiques qui sont formées par des gens qui adhèrent à certaines vérités auxquelles ils ont envie de croire. Et même dans nos familles, nous n'arrivions plus à discuter entre les pro-Raoult et les anti-Raoult. Et que la vraie question de fond aujourd'hui, ce n'est pas l'information. Nous avons trop d'informations. C'est l'ignorance. Et plus les gens sont ignorants, plus ils ont de certitudes. Et plus ils ont de certitudes, plus ils affrontent celui qui ne pense pas comme vous. Et sur le même territoire, nous sommes dans un moment où le débat politique, qui était un débat qui s'enrichissait de la différence de l'autre, devient un combat qui consiste à terrasser celui qui ne pense pas comme vous. Or, il faut que nous retrouvions le sens du compromis. Il faut que nous retrouvions le sens du partage. Et que je suis fasciné de voir que si je devais être... il y a deux grands défis qui vont être livrés devant nous. 19e siècle, 70% du travail correspondait... 70% de notre vie, c'était du travail. 20e, on était à entre 30 et 50%. Aujourd'hui, c'est 12%, demain, c'est 10%. La disponibilité du temps, que faisons-nous du temps? Et là, pour les élus, ça va être compliqué, parce qu'ils ne sont pas forcément des gens qui doivent remplir le temps des gens. Or, si vous avez l'obsession de Google, Google veut la voiture sans chauffeur, pour quelle raison? Ils disent, ils théorisent, si nous permettons à un conducteur d'avoir 2 ou 3 heures de libre parce que nous pilotons sa voiture, on a 2 ou 3 heures de disponibilité pour entrer dans son cerveau. Et qu'aujourd'hui, la vraie problématique des hommes libres aujourd'hui, allons-nous garder notre liberté de choix ou allons-nous être convaincus par des gens qui nous informent et de façon souvent fake news? Et donc on voit bien que ce que disait M. Leroy tout à l'heure, sur le fait de permettre à quelqu'un de dire « mais tu n'es pas consommateur de territoire ». Si tu habites sur ton territoire, d'abord, tu dois être fier de ton histoire. Et que la problématique sur laquelle je vais peut-être être un peu vous surprendre, mais je crois que le rôle des élus aujourd'hui, comme le rôle des éducateurs, comme le rôle des parents, le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est la disponibilité du temps. Et qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre cerveau? Or, nous serons soit esclaves modernes, avec des chaînes d'autant plus redoutables qu'elles seront invisibles et qu'on acceptera d'y rentrer, ou soit nous offrons à chacun le fait de dire « tu as reçu cette information, mais moi je t'invite à pouvoir éventuellement la contester, voire un avis contraire ». Et surtout, n'aie pas peur d'avoir un avis contraire, n'aie pas peur, retrouvons le sens du doute et de l'incertitude. Or, le drame dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que très souvent, la démocratie représentative est souvent considérée comme un lieu de pouvoir qui sait tout. La réponse est non. Clémenceau a dit « j'ai appris qu'une seule chose au bout de 40 ans de politique, c'est que j'ai appris à obéir ». Donc, le rôle de l'élu, c'est d'être le plus humble de ses habitants. Par contre, c'est celui qui offre aux habitants le choix de débattre. La deuxième chose, ça va paraître curieux, mais je crois qu'un des drames de nos sociétés modernes, c'est le sentiment d'humiliation et le sentiment de souffrance. Quand vous êtes humilié, vous avez une violence en vous qui a tendance à contester celui qui vous humilie dans un rapport dominant-dominé. Or, on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Retrouver l'estime de soi est probablement le défi numéro 1. Et c'est quelque chose, là aussi, sur nos territoires, comment permettre à quelqu'un d'avoir l'estime de soi? C'est d'être acteur. C'est de lui dire « viens, tu es suffisamment intelligent et j'ai besoin de ton intelligence pour que tu apportes ton analyse sur un projet qui t'intéresse. Et je suis fier de ce que tu vas apporter. » Et à partir de ce moment-là, vous commencez à redécouvrir le sens de l'autre. Et je trouve que c'est probablement quelque chose qui est compliqué à gérer, c'est qu'on ne change pas le comportement des gens. On ne change pas. Si on change l'environnement, on peut changer le comportement des gens. Et l'épigénétique, les conditions dans lesquelles on permet aux gens de vivre, de débattre et de vivre, c'est probablement ce qui peut amener ce que vous faites dans votre collectivité locale,
un certain nombre de gens à retrouver la gourmandise du futur. Je crois que toutes les politiques publiques aujourd'hui, si on veut éviter que ceux qui exploitent les peurs dominent ceux qui gèrent des espérances, or il ne faut pas confondre l'espérance qui est un espoir collectif et l'espoir qui est un espoir individuel. L'espérance est nécessaire. Nous avons une ardente obligation pour l'ensemble de celles et ceux qui ont des responsabilités vis-à-vis des élus, qu'ils soient chefs d'entreprise ou élus locaux. Un, c'est de transformer le futur en positif. Plus personne ne croit au futur. Il faut que nous retrouvions la gourmandise du futur. Deuxièmement, tout ce qui est négatif et ce qui est peur, le transformer en espérance. C'est quelque chose qui est... Tu as peur de manquer d'eau? Ben oui, ben raison de plus pour que tu viennes voir avec toi comment on va travailler pour demain ne plus avoir cette inquiétude de l'eau. Et je crois que ça, c'est... Si on prend l'habitude de changer à chaque fois et de mettre le négatif en positif. Si vous regardez autour de vous, en permanence, il y a 2 tiers des gens qui disent il pleut, oui, mais bah, peut-être... Ils sont pessimistes. Ils sont pessimistes. Or, la différence entre les optimistes et les pessimistes, l'optimiste a inventé l'avion, le pessimiste a inventé le parachute. Il faut qu'on ait demain cette notion de dire ne craignons pas l'échec. Et donc, je trouve que ce qui est fascinant, qui est enthousiasmant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus à construire des routes. Ça, c'est mathématique, c'est une question de moyens. On doit construire des espérances. C'est la plus noble fonction des élus locaux. C'est la plus difficile, c'est la plus compliquée. Et celles et ceux qui sont à l'écart, qui ne veulent pas, parce que quand on fait des participations, il y a toujours 30% des gens qui ne veulent pas participer. Et je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas être dans la démocratie représentative, il ne faut pas être dans la démocratie représentative ou participative, il faut être dans la démocratie des semblables. Les gens n'écoutent plus ceux qui ont un statut, mais les gens écoutent ceux qui ressemblent. Et quand on a peur du futur, on se replie sur soi, et quand on a peur, on a besoin de proximité, ses amis, sa famille, son territoire, son voisinage. Et je trouve qu'il y a, dans ce monde où aujourd'hui, tout le monde est en train de s'interroger sur son futur, tous les fonctionnements de société sont remis en cause, où la violence est en train de déchirer. Regardez aux États-Unis ce qui se passe entre les démocrates et les républicains. Ils ne se parlent plus. Regardez ce qui se passe à l'ensemble de la planète. On censure les journaux, on se bat, on met en prison. La France est un pays fabuleux dans lequel on a une solidarité sociale qui ne peut pas être uniquement un problème de budget. C'est d'abord un état d'esprit. Et donc cet état d'esprit, retrouvons-le. La richesse, c'est la différence. L'enrichissement de l'autre, c'est ce qui nous permet de pouvoir nous enrichir nous-mêmes. Et dans le regard de l'autre, on se regarde soi-même. Retrouvons et l'estime de soi et l'estime de l'autre. Et à ce moment-là, l'avenir sera plus pertinent. Et puisque Charles Benoît parlait de lumière, je vous donne cette expérience, ça m'a fait penser à quelque chose, d'un très vieil Africain qui, à l'article de la mort, réunit ses 3 enfants et leur dit « Je vais vous donner à chacun une pièce. Je n'ai qu'une case. Et cette case ira à celui qui remplit le plus avec la pièce la case. » Le premier achète du bois et il remplit au tiers la case. Le second achète de la paille, il remplit à 50% la case. Le troisième attend que la nuit tombe, achète des bougies et éclaire toute la case. Or, c'est cela qui est important pour les élus locaux. On aura un débat sur les moyens, on aura un débat sur les conflits d'intérêts, mais comment faire en sorte que l'éclaireur qu'est l'élu local puisse favoriser la transformation de la communauté d'intérêt dans laquelle nous sommes à une communauté de destin. Merci beaucoup, Monsieur Delevoye. C'est une rencontre entre les compétences nécessaires pour les élus, à savoir animer cette concertation, mais c'est aussi les espaces dont on parlait ce matin, les espaces à donner, à créer pour permettre ce dialogue, et puis également laisser la place à toutes les parties prenantes de se dire qu'elles peuvent dialoguer ensemble sans forcément être d'accord au départ et pas forcément à la fin, mais en tout cas, on peut co-construire ensemble des choses sur chacun de nos territoires. Merci beaucoup. Je souhaiterais passer maintenant la parole à Chloé Ridel, qui nous rejoint en visio. Chloé Ridel, spécialiste des questions européennes, porte-parole du Parti socialiste, sur cette question de la concertation et de la refonte du contrat social pour un bonheur local porté. Merci d'être avec nous.
Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez. Et merci de votre invitation. Je m'excuse de ne pas pouvoir être en chair et en os devant vous, mais je suis quand même très honorée de pouvoir porter mon message sur la question du bonheur local. On ne parle pas ici de bonheur privé, qui d'ailleurs s'accomplit aussi d'une certaine façon par des éléments locaux, hein, par la présence d'emplois, de biens culturels d'une nature de qualité, mais on parle de bonheur local et je pense qu'il faut essayer d'en donner quand même une définition pour orienter ensuite les politiques publiques les plus à même de le réaliser, ce bonheur. Moi, je voudrais dire que ce que je comprends dans la notion de bonheur local, c'est la capacité pour les élus et la capacité pour les individus qui vivent sur un territoire à profiter des biens communs et la capacité aussi à participer à leur création et à leur bonne gestion. La notion de bien commun, moi j'y suis attachée et parce qu'elle recouvre toute une vision de la société des communs, c'est-à-dire une vision qui dit que l'appât du gain, l'appât du profit n'est pas le meilleur régulateur, n'est pas le meilleur allocateur de ressources et n'est pas la meilleure façon de parvenir au bonheur, à la liberté, à ce qui est bon et juste, qu'il y a d'autres choses, que l'individu n'est libre et en sécurité que parce qu'il s'inscrit dans une société, dans du collectif, dans du commun, et que pour un individu et pour son bonheur, nous sommes des êtres sociaux, il ne participe pas à la société que par l'emploi et la consommation de biens culturels comme matériels, mais aussi parce qu'il participe et qu'il agit et qu'il co-construit, qu'il entretient son cadre de vie. Donc je crois qu'un des leviers pour atteindre ce bonheur local, en dehors de tout ce qu'il faut faire pour garantir un bon aménagement du territoire, des emplois de qualité, etc., c'est donner la possibilité aux gens de participer à la création et à l'entretien de biens communs sur leur territoire. Et quand je dis bien commun, c'est une notion qui est ouverte. En réalité, ça n'est pas seulement les biens communs naturels comme l'eau, l'air, les transports, on peut aussi dire les médias. On peut décider qu'une entreprise est un bien commun qu'une coopérative agricole ou une mutuelle de santé. Donc, c'est une notion qui est très riche, celle de commun, celle de bien commun. Et je crois qu'au niveau local, il y a matière vraiment à porter des politiques publiques qui seraient à même d'en proposer toujours plus et de meilleure qualité. On a d'ores et déjà une société des biens communs qui existe en France et qui va un peu à contre-courant du modèle dominant, parce que ce qu'on voit, c'est que le marché continue de s'accaparer et de cannibaliser ce qu'on pourrait qualifier de bien commun. Je prenais l'exemple des médias tout à l'heure, je crois que c'est particulièrement vrai, mais aussi l'eau, mais aussi les sols, le foncier, mais aussi les forêts. Et donc je crois que c'est contre tout ça que nous devons lutter, parce que c'est la condition du bonheur local. Et quand je dis bonheur local, je pense qu'il n'y a pas de bonheur local sans bonheur national et sans bonheur européen et international. Donc il faut veiller à bien imbriquer toutes ces échelles qui sont complémentaires. Peut-être pour dire un mot de la concertation, de la co-construction, parce que ça a été dit par les intervenants qui m'ont précédée. Moi, j'ai été présidente d'association pendant 5 ans, et d'une association qui s'appelait Mieux Voter et qui a travaillé avec énormément de collectivités à travers toute la France pour précisément les accompagner dans leur exercice de concertation locale, en promouvant notamment des modes de scrutin innovants et plus démocratiques qui étaient de nature à faciliter le consensus. Des modes de scrutin comme le jugement majoritaire, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais qui est un mode de scrutin qui permet à l'électeur de s'exprimer pleinement sur plusieurs options qui sont soumises au vote, en attribuant à ces options des mentions, c'est-à-dire qu'on ne vote pas simplement pour un projet plutôt qu'un autre, mais on est amené à évaluer l'ensemble des projets soumis dans le cadre d'une concertation, où il y a un autre mode de scrutin dont nous faisions aussi la promotion, qui s'appelle le vote par approbation, qui permet là aussi d'approuver
autant de projets qu'on le souhaite ou de candidats qu'on le souhaite dans le cadre d'un vote, sans être contraint à voter utile, etc. Et moi, j'ai pu noter une appétence très forte des élus locaux sur ce type d'outils démocratiques-là qui facilitent le consensus et la concertation. Ce sont des outils qui ont été adoptés officiellement par plusieurs collectivités, dont d'énormes villes, comme par exemple la ville de Paris, mais aussi de tout petits villages. Et concrètement, je crois qu'il y a matière là à progresser, notamment sur les aspects relatifs à l'aménagement du territoire et à l'écologie, à la gestion de l'eau. On voit que tous ces sujets génèrent de plus en plus de tensions, notamment au niveau local, que notamment dans un contexte de zéro artificialisation nette, il y a un enjeu à créer du consensus et à faciliter le compromis autour de l'aménagement du territoire. Et pour ça, il faut arriver avec des outils neufs qui peuvent faciliter ce consensus. Or, on constate aujourd'hui qu'il y a des obstacles qui sont mis dans la loi à la libération de ces innovations démocratiques sur les territoires. Aujourd'hui, il n'y a que les budgets participatifs, communaux ou régionaux ou même départementaux, je n'en ai jamais vu jusqu'à présent, mais pourquoi pas, qui explosent sur les territoires précisément parce qu'ils ne sont pas réglementés par la loi et que les élus sont libres de faire ce qu'ils veulent et d'inventer des choses sur leur territoire. Mais ce n'est pas le cas pour ce qu'on appelle les référendums locaux et les concertations locales, qui sont strictement encadrés, qui sont très peu utilisés et qui sont encadrés jusque dans le mode de scrutin qu'il faudrait leur appliquer. Donc avec mon association, j'avais conduit un plaidoyer à l'époque auprès des parlementaires de notre pays pour dire qu'il fallait libérer la possibilité pour les élus locaux d'utiliser plus facilement ces outils de concertation et de référendum, et notamment de prévoir qu'ils peuvent y appliquer le mode de scrutin qu'ils souhaitent parmi une liste, pourquoi pas prédéfinie. Mais je crois qu'il faut permettre aux élus, il faut leur faire confiance et il faut permettre de libérer ces initiatives qui, malgré tout, commencent à germer parce qu'il y a un vrai enjeu là de parvenir à aménager pacifiquement notre territoire face aux grands enjeux de notre temps, donc l'écologie, mais pas seulement, évidemment, le vieillissement démographique et tout un tas de choses. Donc cette dimension démocratique de la bonne gouvernance à rechercher me paraît être un thème central, en tout cas de cette question du bonheur local. Merci beaucoup pour votre témoignage et on espère que sur toutes les instances européennes, puisque c'est bientôt les élections européennes, on pourra parler effectivement concertation et refonte du contrat social pour un bonheur local porté. Voilà ce qu'on peut se dire. Pour terminer cette table ronde, Marie Ligonière, si vous voulez bien nous parler de la manière dont la concertation inspire la refonte du contrat social et puis y parle-t-on bonheur dans ces instances? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation puisque j'espère pouvoir être pertinente dans les éléments de réponse que je vais vous apporter parce que même si je ne suis pas la plus jeune des intervenantes lors de cette table ronde, puisque Chloé est beaucoup plus jeune que moi, je crois néanmoins que je suis la moins expérimentée. Et j'ai d'ailleurs eu beaucoup de plaisir à écouter les témoignages, notamment de mon collègue de droite, qui m'a donné de très bonnes idées pour le PLUI notamment, donc j'ai bien noté, en tout cas mentalement. Je n'ai pas l'intention de vous raconter toute ma vie, bien entendu. Néanmoins, c'est important de préciser la raison pour laquelle je me trouve ici aujourd'hui et c'est dont je vais vous parler. Moi, il y a moins de 4 ans, j'étais ce que je vais qualifier de simple citoyenne. Alors, c'est pas péjoratif que de dire simple citoyenne, c'est juste que je n'avais jamais été élue. Jamais, je n'avais jamais approché le moindre parti politique, je n'avais jamais approché une association militante, mais j'avais juste cette conviction qui, a priori, est partagée par certains d'entre nous, qu'il fallait quand même s'intéresser à cette question de la défiance démocratique. Mon collègue parlait de crise démocratique. C'est vrai que c'est un terme dont on parle peu, on parle souvent des enjeux de transition, mais il me semblait essentiel quand même de commencer à agir, alors bien sûr à mon échelle, puisque d'autres s'engagent, sur cette question de l'enjeu de la transition citoyenne.
Et donc, je me suis engagée et puis j'ai la chance d'être élue maire d'une commune de 9000 habitants, une commune qui touche la commune de La Rochelle. Et je salue d'ailleurs, je vois un de mes conseillers municipaux dans la salle. J'ai été élue maire et ça m'a permis de devenir vice-présidente de l'agglomération de La Rochelle. Et donc j'ai demandé au président à ce moment-là une délégation qui n'existait pas auparavant, à savoir celle de l'implication citoyenne et de l'accompagnement aux transitions. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait rien sur notre territoire. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas de portage politique, il n'y avait pas de feuille de route établie sur la question de l'implication citoyenne. Et ça me semblait essentiel finalement, parce qu'on le disait, souvent on va faire de la concertation, mais il faut des services, il faut de la technique, il faut des finances, mais il faut en parler en fait. Et donc j'ai demandé cette délégation et j'ai voulu commencer à travailler. Alors vous avez souligné différentes hypothèses sur ce qui pourrait expliquer. Je me disais, il faut quand même qu'on parte d'un constat partagé sur pourquoi en fait. Pourquoi cette défiance démocratique? Qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent plus voter? Qu'est-ce qui fait qu'on est extrêmement critique vis-à-vis de la vie politique? Et donc j'ai demandé une intervention auprès de mes collègues élus. On a fait venir un universitaire, un chercheur, qui nous a présenté une conférence, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'agit de Vincent Tiberge, qui est intervenu sur une conférence qui s'appelle « Génération désenchantée ». Et j'ai trouvé son approche extrêmement pertinente, parce que souvent on se dit que ce sont les jeunes qui ne s'intéressent plus à la politique, ce sont les jeunes qui ne viennent plus voter. Et finalement, il a pris une approche totalement différente qui est basée sur les générations. Quand on devient citoyen en pleine période de guerre mondiale, quand on devient citoyen en plein mai 68 ou quand on devient citoyen en 2020, on n'a pas ce même rapport à la démocratie représentative. Et j'ai trouvé cette approche extrêmement pertinente parce que ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on ne vient pas voter, alors j'entendais ma collègue Chloé Ridel qui disait mais il y a différentes formes de vote, c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est qu'en fait l'engagement ne réside pas forcément dans le vote maintenant. Les gens ont bien envie de s'engager, mais ils considèrent que ça ne passe pas forcément par ce petit bulletin. Pourquoi ? Parce que, et je vais peut-être être un peu en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que les réseaux de communication, l'accès à l'information a quand même considérablement augmenté. Même si l'information est parfois très dangereuse, même s'il faut faire extrêmement attention à cette information, l'accès quand même à la connaissance est facilité. Et le niveau d'ailleurs d'études supérieures, de nombre de personnes qui accèdent à des études supérieures a augmenté. Ce qui fait, et c'est évident, que quand on nous donne maintenant une information, on est critique. Et quand nos représentants donnent une information, eh bien on est critique. Et c'est ce qui entretient en fait cette défiance. Alors sur nos territoires, on s'est dit, bon bah, comment faire? Alors ça veut dire que les gens veulent s'engager et à la fois il faut faire attention à cette critique. Bon, eh ben on va concerter. Et donc on a pensé, c'était pas longtemps après finalement la Convention citoyenne pour le climat qui avait fait tant parler. On s'est dit, et pas mal de mes collègues me disaient ça serait bien, travail sur cette concertation, intégration des citoyens, une assemblée. Je me suis dit d'accord, mais d'abord on va faire venir une représentante de la Convention citoyenne pour le climat. J'avais besoin en fait de ce témoignage de citoyens et citoyennes pour dire quels sont les écueils d'une telle initiative. Parce que forcément, il y a eu des belles choses, mais il y a eu aussi des critiques de cette initiative. Et c'était important, avant de se lancer dans cette aventure, de se dire, attention, quels vont être nos garde-fous, quelles vont être nos précautions. Alors, on a travaillé avec l'université aussi. On s'est dit, il faut être accompagné, c'est une science sociale, il faut vraiment faire ça correctement, il faut travailler sur la méthodologie. Et puis moi, j'ai des services extrêmement compétents qui m'accompagnent sur le sujet. Et donc, j'ai proposé à mes collègues élus, qui m'ont suivi à l'unanimité d'ailleurs sur ce projet, de nous appuyer sur une instance obligatoire qui est le Conseil de développement. J'ai décidé de m'appuyer sur ce Conseil de développement pour en faire une assemblée 100% citoyenne. Je sais que certains conseils de développement de nos territoires intègrent des citoyens. Là, la version était un peu différente. J'ai dit c'est 100% citoyen. C'est-à-dire que quand on ne vient pas au nom d'une organisation structurée, on ne vient pas au nom d'une association, on vient en tant que citoyen. J'ai proposé ça parce que je trouvais quand même intéressant d'avoir une instance qui était obligatoire finalement et dont le périmètre est réglementairement établi. Donc il n'y a pas trop de contestation sur ce sur quoi on va devoir les consulter puisque c'est obligatoire, on doit les interroger, notamment sur nos documents de planification. Et donc on a constitué une assemblée citoyenne de 82 citoyens et nous sommes 82 élus communautaires. Donc nous avons fait un tirage au sort parmi des volontaires. Et je le dis parmi des volontaires parce qu'à la différence des conventions citoyennes pour le climat, par exemple, qui sont des instances un peu one-shot,
qui ne sont pas pérennes, et bien là, ça a impliqué un engagement de 3 ans. On est parti sur un mandat de 3 ans de bénévoles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'indemnité, contrairement aussi à ces autres conventions citoyennes. Donc ils sont là, ils viennent travailler des samedis et ils sont saisis sur nos questions de territoire. Ils ont travaillé, ils ont eu leur première saisine, puisque la mise en place a été longue et parce que la méthodologie est essentielle pour parvenir à une écriture collective. Ils ont eu leur première saisine. Et ils sont intervenus sur notre territoire sur un sujet qui avait fait beaucoup débat. J'ai dit, si on va sur une saisine sur un sujet facile, ça a peu d'intérêt. Donc on est allé sur la question qui avait fait beaucoup débat sur notre territoire, l'acceptabilité des énergies renouvelables. Ça avait été compliqué comme dans d'autres territoires et on s'est dit, allez, on y va. Et ils nous ont rendu et présenté hier, donc j'étais avec eux hier soir en conseil communautaire, un document collectif de 40 pages sur le sujet. Alors un document, c'est bien, mais vous en doutez, ça ne suffit pas, il faut savoir ce qu'on va en faire maintenant. Alors pour répondre à la question, justement, à partir de cette expérience, le lien entre concertation, refonte du contrat social avec la toile de fond du bonheur local, déjà ma première observation, c'est de dire que faire une assemblée citoyenne sur une agglomération ou sur un territoire, ça ne permet pas de dire qu'on fait de la concertation qui vient remanier le contrat social. Il faut quand même être lucide. Ce n'est qu'une partie du travail. Et là où je rejoins moyennement aussi mon collègue, M. Leroy, tout à l'heure, qui disait la concertation, ce n'est pas de la consultation. En fait, on dit aussi que la concertation, ça peut prendre degré. Et ça va de la simple information à la codécision. Et moi, je pense que c'est important déjà de ne pas concerter sur tout le temps, parce que déjà, ce n'est pas facile et ce n'est pas forcément possible. On n'a pas le cadre juridique, financier, systématique. En revanche, c'est indispensable dans l'ensemble de la mise en place de nos politiques publiques de fixer le degré d'implication citoyenne jusqu'où nous allons pouvoir aller finalement. Et des fois, on pourra aller jusqu'à un vrai processus de concertation, c'est ce qu'on essaie de faire là. Mais parfois, juste travailler sur une véritable information transparente, sincère, des données que nous avons, nous, en tant qu'élus, ça me semble être déjà un préalable indispensable. La deuxième chose qui me semble essentielle sur ce contrat social, c'est la question de la confiance. Hier soir, en conseil communautaire, j'étais avec mes collègues élus, j'avais fait venir du coup les membres du Conseil de développement citoyen et je leur avais demandé de témoigner sur leur expérience de citoyen. Et j'ai des collègues élus qui finalement ont eu extrêmement peur. Je le dis, vraiment, ils ont mélangé démocratie participative et représentative. Ils ont peur, en fait, que leur légitimité soit remise en question, que des citoyens viennent prendre des décisions à leur place. Et en plus, nous, on a essayé de faire un conseil de développement représentatif en termes d'âge, en termes de répartition sur le territoire. Mais vraiment de se dire, oui, mais eux, ils n'ont pas les contraintes que nous avons. Ils ont de belles idées, mais comment on va les mettre en application? Donc vraiment, la question de la confiance, elle était très difficile à établir. Et puis les citoyens, ils avaient aussi cette défiance. Cette défiance de dire, vous êtes gentil avec votre projet un peu démago d'une assemblée citoyenne, mais globalement, vous allez en faire quoi? Enfin, très clairement, un rapport, ça se lit, et puis quand ça se lit, et puis ça se range aussi. Et puis il y avait eu des expériences un peu malheureuses avec les précédents conseils de développement. Donc la peur de se dire, mais on sert à quoi en fait? Et donc on a travaillé plusieurs mois sur une charte de coopération. Alors les chartes, c'est pareil, c'est un bien grand mot, mais c'est de dire quels engagements réciproques on prend. Et je crois que ça, dans le cadre de la concertation, c'est essentiel, c'est de fixer le cadre des engagements réciproques. Et j'ai été contente quand même hier, parce qu'à la fin, ils sont venus me dire, et c'est pas pour moi que je le dis, mais vous nous aviez dit les engagements que vous deviez prendre, et jusqu'à présent, ils ont été tenus. Et ça a contribué en fait à une satisfaction. Et c'est un contrat. La troisième chose, et j'ai bientôt fini, parce que c'est l'avant-dernière, je reviens sur ce que j'ai entendu, j'ai pas pu assister à tous les débats précédents, la table ronde précédente, mais c'est la question du dialogue apaisé. On a permis à des gens qui venaient d'horizons différents, de ruralité et de centralité urbaine, qui avaient des points de vue complètement différents sur les énergies renouvelables, de travailler dans un cadre apaisé. Pas comme nous, élus, dans une assemblée où on doit s'approprier un sujet technique extrêmement rapidement, bien souvent. Donc on doit se fier aux techniciens. On a un enjeu politique, bien souvent, aussi à faire valoir. Alors que là, ce n'était pas du tout le cas, en fait.
Ils ont eu 6 séances avec un travail de 9h à 17h le samedi. Ils ont fait des visites d'entreprises, d'associations, et ils se sont posés. Ils ont appris à travailler ensemble avec une vraie méthodologie, et ils sont sortis avec un document de 40 pages écrit dans le consensus. Ils ont voté chacune des phrases, mais dans un consensus, parce qu'ils ont eu le temps. Et on parlait du temps, du rapport au temps. On n'a pas suffisamment de temps, moi je trouve, en tant qu'élu, pour débattre sereinement. Et ça, ils ont pu l'avoir à travers cette organisation. La dernière des choses, et je terminerai par là, je vais vous retranscrire ce qu'ils m'ont retranscrit en tant que citoyen, parce que je dois dire que moi, ça m'a donné beaucoup d'émotions. Première chose, c'est qu'ils m'ont dit, nous sommes arrivés ici, je suis allée les voir pour les vœux, et ils m'ont dit, nous sommes arrivés ici en tant qu'individus, nous sommes sortis vraiment en tant que citoyens, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était de dire, face aux enjeux qui nous attendent, les enjeux auxquels nous sommes confrontés, eh bien, on a réussi, on sait qu'il faut dépasser les individualités et se retrouver sur cette force collective pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on a eu l'impression de faire là. La troisième chose, ils m'ont dit, eh bien, ça a été un véritable plaisir, le plaisir de l'engagement. Alors c'est là que je vais reboucler avec la notion de bonheur, puisque forcément, le plaisir va contribuer au bonheur. Et d'avoir entendu tout ça, en tout cas, moi, ça me donne envie de continuer. Merci beaucoup pour ce témoignage, tout chaud, devrais-je dire. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question ? En même temps, terminer sur un tel témoignage, ce serait aussi très joli. Ah, je vois des mains se lever. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur la dernière expérience. Et quel est je sais que les conclusions sont toutes récentes, mais le résultat du coup sur l'acceptabilité des ENR, si vous avez quelques éléments de réponse. Voir si j'ai bien lu le rapport des 40 pages. Je ne vois pas la personne, en revanche, qui me pose... Oui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous vous en doutez, mais j'ai trouvé extrêmement... Enfin, on présentait, ils ont fait globalement 25 propositions qui s'articulent en 3 grandes thématiques. Et je me suis partagée du coup la présentation de leur contribution avec mon collègue qui est vice-président en charge du plan climat notamment et du projet plus large aussi de La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Donc lui a présenté toute la partie sur le financement. Ils font des préconisations et sur le financement et sur le déploiement. En ce qui me concerne, moi je suis partie sur la présentation des travaux qu'ils ont formulés sur la partie de la sensibilisation. Alors, je vais pouvoir davantage vous parler de cette partie-là. La sensibilisation, et donc elle rejoint l'autre partie de ma délégation, qui est l'accompagnement aux transitions. Ils sont allés sur la nécessité de créer un bruit de fond sur la question des énergies renouvelables. Ça, c'est leur préalable, c'est de dire qu'il faut en parler. Il faut en parler systématiquement et partout. Le bruit de fond ne suffit pas, ils indiquent, et ça, ils s'en sont rendus compte à travers la montée en compétence sur le sujet, qu'il fallait une information sincère sur les énergies renouvelables. Alors c'est difficile parce qu'on entend tout. Est-ce que ça fonctionne ? C'est merveilleux. Voilà. Oui, très rapidement, mais globalement, c'était donc de travailler sur une information beaucoup plus précise et transparente sur la question des énergies renouvelables et de lutter contre peut-être des idées préconçues sur le sujet, avec aussi nécessité d'aborder la question des gains
des énergies renouvelables, peu souvent abordée. Très clairement, la question de l'acceptabilité, ils ont traité de toutes les énergies renouvelables de notre plan climat. Hein. Donc, on est sur de l'éolien, sur du panneau photovoltaïque, sur de la géothermie. Mais bien sûr, on me posait la question, il n'y a pas le nucléaire hein, sur notre plan climat. Donc, c'est vraiment à l'échelle de notre territoire. Donc, parler des gains et de parler aussi d'énergie renouvelable, mais sur des moments festifs. On témoignait avec nos collègues qu'on a tous eu à traiter, nos collègues maires, des zones d'accélération des énergies renouvelables et que l'État nous demandait d'organiser des concertations dans des délais records, il faut le dire, en plus. Autant vous dire que la concertation, pour beaucoup, s'est limitée à une simple réunion publique ou la mise à disposition de registres. Or, organiser une réunion publique sur les énergies renouvelables, quand il n'y a pas de risque de projet d'éolien sur une commune, autant vous dire que ça ne fait pas venir grand monde. Donc l'idée, c'était de dire, et dans leur préconisation, c'est d'essayer de faire venir sur des événements, soit festifs dans nos communes, ou soit festifs sur notre territoire, nous notamment avec le Stade Rochelet qui amène beaucoup de monde sur notre territoire. Donc voilà, l'idée c'était de travailler sur des façons plus ludiques. Après, il y avait des préconisations sur des publics cibles et des vecteurs de communication différents. Enfin voilà, des choses extrêmement pertinentes sur la sensibilisation. Après, sur la question du financement, c'est plus un travail en relation. Nous sommes en train de mettre en place une société d'économie mixte sur les énergies sur notre territoire. Et donc, il y avait tout un travail de préconisation sur la SEM énergie qui est en train de se mettre en place. Et puis, sur le déploiement, il y avait aussi, ils sont allés jusqu'à former des pôles d'innovation sur les énergies renouvelables en relation avec nos universités, etc. Donc, vraiment un travail extrêmement complet. Il y avait une question dans la salle. Alors, on va utiliser vos ressources personnelles, si vous voulez bien. Comme ça. Il y en a une centaine avec une telle occurrence qu'elles correspondent à peu près à l'ensemble du spectre politique. Une centaine. Aucun parti politique ne s'en est saisi. Et évidemment, le président de la République ne s'en est pas saisi non plus. Le grand problème qui se pose toujours, c'est qu'il n'y a pas eu le devoir de suite, ce qu'on appelle le devoir de suite, une fois qu'on a fait la concertation. Donc je suis très heureux de l'entendre. Vu comment ça se passe à Nantes et la façon dont vous en êtes saisi, parce qu'effectivement, les conseils de développement, ça peut être absolument génial si on dépasse cette question de la confiance. Donc, la question que je pose fondamentalement, c'est à quoi sert de faire des concertations si on ne mesure pas le risque quand on décide de les organiser, et que si on les organise et qu'on en tient compte des conséquences et des propositions, ça amène à de véritables changements profonds. Et c'est là, je trouve, la limite de mettre en place des concertations, si ce n'est pas pour en assurer l'entièreté des conséquences. Alors,
Les micros sont revenus. Je pense que la réponse va être apportée. Et je pense qu'il y a déjà eu un premier élément de réponse que vous avez énoncé chacun à votre tour. C'est la méthode. C'est-à-dire que la méthode est une des réponses, mais je vous laisse compléter. On en a un petit peu parlé tous les trois, en fait, quand on a parlé du contrat. Donc c'est vrai qu'on a été très rapide, parce qu'on avait peu le temps de s'y attarder. Tout à l'heure, j'ai bien précisé que les concertations, c'est très technique. Je n'ai pas dit que la consultation n'avait pas d'intérêt. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui en France, sous prétexte de concertation, c'est souvent de la consultation et non pas de la concertation. C'est là où je dis qu'il faut être très méfiant sur les termes. Il n'y a pas très longtemps, il y a un bureau d'études qui m'interroge justement sur la concertation qu'il met en place à la demande d'une commune sur le turbinage d'un torrent dans le Queyras. Et je lui dis, mais c'est pas de la concertation? Il dit, ah si. Je dis, ah bon? Ce qui veut dire que vous êtes prêt à abandonner le projet? Ah ben non. Je dis donc, ce n'est pas de la concertation. Sinon, ça voudrait dire que vous acceptez d'abandonner le projet. C'est de la consultation, en quelque sorte, c'est de l'acceptation sociale d'un projet. Je ne dis pas que c'est péjoratif pour autant, mais ce n'est pas la même chose. Donc concernant la concertation, d'une part, c'est technique, ça nécessite des compétences particulières, d'où l'intérêt d'être accompagné par des gens formés. Tout à l'heure, je vous faisais allusion au projet qu'on est en train de réaliser sur la concertation publique, sur la politique énergétique territoriale. Donc là, pour le coup, on est accompagné de 7 chercheurs du CNRS, certains qui sont du domaine des sciences sociales avec des compétences particulières justement sur la concertation, et d'autres qui sont spécialisés dans les sciences dures sur les flux. Et là, quand on parle de politique énergétique, on va sur la totalité du spectre, c'est-à-dire qu'il va s'agir de parler de sobriété individuelle et collective pour baisser nos consommations énergétiques, et ensuite de production d'énergie renouvelable pour voir quel type de production d'énergie renouvelable est acceptable tenant compte des paysages et de la biodiversité. Donc là, très clairement, il faut des gens compétents pour conduire. Ce n'est pas aux élus de faire ça, ils ont besoin d'un tiers. Et là, en l'occurrence, les scientifiques peuvent faire office de tiers, et là, ça devient intéressant. Et c'est là qu'on arrive à travailler sur le process de concertation. Au tout début, les associations, elles m'ont dit, mais à la fin, vous voulez quoi? Ah, je dis, mais moi, je ne sais pas. Sinon, ça ne serait pas de la concertation. Si je savais ce à quoi nous allions aboutir. Donc, le premier travail qui a duré plus de 6 mois est de discuter du process. Comment nous allons faire cette concertation? Et à l'issue de cette discussion, nous allons tous ensemble valider le process. C'est le contrat dont on parlait, c'est-à-dire qu'est-ce que chacun peut attendre et ne pas attendre de la concertation. Auquel cas, à l'issue, il n'y aura pas de déception parce qu'on respectera le contrat que nous nous sommes chargés à développer sur le... C'est là où, quand on dit « je reprendrai sans filtre les conclusions d'une concertation » et qu'on ne les reprend pas, ben pour le coup, la rupture de la confiance, elle est claire. Et ça a des impacts, mais très importants sur les concertations qu'on peut mener territorialement. Parce qu'il y a des ruptures de contrat. Donc, c'est pour ça que j'insiste, quand on fait de la consultation, ce n'est pas de la concertation. Et quand on fait de la concertation, il faut que ça soit réellement de la concertation, construite sur un contrat qu'il faut respecter jusqu'au bout. Et donc, aujourd'hui, nous, on ne sait pas à la fin ce que ça va être. C'est justement le contrat qui va le déterminer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en fait, c'est quand même très technique. Et en tant qu'élu, on est des animateurs, mais on n'a pas non plus les compétences techniques de concertation. Et quand on sait qu'il va falloir démultiplier ça en France sur énormément de sujets, de société, il va falloir des gens compétents, hein.
je décide, tu obéis. Aujourd'hui, même les enfants n'obéissent plus aux parents, il faut passer de l'obéissance à l'adhésion. L'adhésion, ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent les enjeux. Donc on revient sur la chronologie du temps. Si on veut régler un problème, il faut prendre le temps nécessaire de la pédagogie. Le GIEC a mis 25 ans pour faire accepter, pas par tous, que l'homme était peut-être responsable du changement climatique. Aucune décision ne peut être prise si elle n'est pas précédée d'un débat, et aucun débat ne sera solide si les enjeux ne sont pas appropriés. Et donc on voit bien que cette séquence, c'est pour certains une perte de temps. En réalité, c'est un gain de temps phénoménal pour l'exécution. Et ensuite, il faut apprendre quelque chose de nouveau. Il y a deux choses nouvelles qui sont compliquées parce que ça remet en cause la suprématie du pouvoir. C'est que quand on donne au peuple le moyen d'être intelligent, il est intelligent. C'est exactement ce que vous avez dû découvrir. Les citoyens adorent apprendre. Et j'en reviens, c'est là où on est d'accord, même si la formule pouvait apparaître en différence, c'est qu'aujourd'hui, l'accès au savoir n'est plus un problème. C'est d'ailleurs un problème aussi pour les enseignants. Mais qu'on a tellement accès au savoir que ça devient tellement compliqué qu'en fait, on est ignorant de beaucoup de choses. Et que les gens s'expriment sur des choses dont ils ne sont pas au courant, sur Raoult ou pas Raoult, et on a des choses noires ou blanches. Or, ce qu'apprennent les gens, je ne sais pas si c'est le cas chez vous dans les conférences citoyennes, c'est que les gens disent « Ah, c'est quand même dur de décider », et en réalité, dans les choses compliquées, c'est impossible d'avoir des choses simples. C'est-à-dire qu'on comprend la complexification d'un problème. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le vrai sujet, et c'est vrai aussi pour vous, vous avez pris 82 citoyens, moi j'ai vu au Conseil économique, au bout d'un moment, les citoyens qui venaient, ils étaient eux-mêmes contestés en disant « Mais toi, tu fais partie du système ». Donc il y a un tel rejet du système que c'est compliqué. Ah oui, mais toi, tu fais partie de la dérive. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons être attentifs à la révolution qui est en train de s'engager. J'évoquais tout à l'heure révolution agricole, révolution industrielle, révolution des connaissances et de l'intelligence. Quand je regarde ce qu'apporte aujourd'hui l'intelligence, que je refuse d'appeler artificielle, mais que j'appelle l'intelligence augmentée, quand vous regardez ce qui est en train de se passer, il y a deux phénomènes majeurs, ce qu'on appelle les prosommations. C'est un mot encore qui est relativement peu connu. C'est un mélange entre producteur et consommateur. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'industries dont le consommateur influe sur la production. Et la deuxième chose, c'est la plateforme. Il y a un tel accès aux données qu'on voit apparaître aujourd'hui un Uber qui est une entreprise de taxi sans taxi, un Airbnb qui est une entreprise de logement sans logement, etc. etc. Mais ça permet des... Et sans plateforme, on ne peut rien faire. Et donc moi je suis, et je vous livre cette question, je m'interroge sur les moyens que les technologies nouvelles et les plateformes au niveau d'un pays pourraient faire en sorte que chaque habitant devienne presque un producteur d'une politique de son pays, parce qu'il aurait accès à toutes les données, et pas uniquement des élus volontaires ou choisis. C'est-à-dire que, en réalité, ce qui serait intéressant lorsqu'on parle d'implantation d'éoliennes, nos procédures ne sont plus adaptées. On demande au maire de respecter les procédures, on affiche ça, consultation publique. Une fois qu'on a respecté les procédures, on pense avoir réussi. Et la légalité d'une démarche ne justifie pas la pertinence de la démarche. Or, si vous respectez la procédure, mais que celle-ci a eu pour but d'aveugler les gens sur ce qui va se passer, vous allez créer des résistances. Et la problématique des élus aujourd'hui, elle va être double. Ça va être d'obtenir un effet d'entraînement pour obtenir un objectif par rapport aux moyens qu'on met en place. Mais il va y avoir de plus en plus aujourd'hui de respect des minorités. On voit bien que la désobéissance civile aujourd'hui prend une certaine valorisation lorsqu'on estime que celui qui est légitime ne garantit pas mon avenir par rapport à tel que je le perçois. Or, très souvent, la majorité écrasait les minorités. Aujourd'hui, il va falloir respecter les minorités, mais jusqu'à une certaine limite. Et la démocratie, l'état normal d'une démocratie, c'est la crise. C'est pas le consensus, c'est la crise. Mais aujourd'hui, on ne sait plus gérer les crises, on ne sait plus gérer les débats. Donc il faut que nous retrouvions le sens du débat dans un débat de confrontation, pas d'anéantissement, pas de reconnaissance de celui qui ne pense pas comme vous. Et j'alerte sur nos sociétés occidentales. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est
essentiel qu'on imagine. Les citoyens aujourd'hui, lorsqu'ils estiment qu'ils sont humiliés parce qu'ils n'existent pas, ils retrouvent une fierté dans le combat contre l'autre. Les gilets jaunes, c'est « je suis humilié, je retrouve une fierté parce que j'appartiens à une communauté, j'ai un uniforme, j'ai un territoire et j'ai un pouvoir puisque je bloque les voitures ». Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, soyons attentifs à ce que si l'on ne retrouve pas des champs d'espérance collective par une espérance personnelle, par une estime de soi, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et je crois que les deux défis sur lesquels nous devons être, c'est comment on réintroduit la nature auprès de chaque individu. Le monde est divisé en deux catégories, ceux qui pensent que la nature leur a été donnée, qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, et ceux qui pensent que nous sommes un élément de la nature. Et donc là, on devrait avoir des politiques de jardins dans toutes les écoles maternelles, de jardins urbains, etc., des chemins, etc. Deux, l'accès, le savoir. Le savoir est un chemin. Or, aujourd'hui, il est un dogme. Je sais. Et le troisième élément, le plus compliqué, c'est peut-être là où les élus vont avoir un rôle fondamental à jouer dans la crédibilité de l'information. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'information, il y en a trop. Le problème, c'est qui donne l'information. En qui j'ai confiance, en qui je peux croire. Et là, le capital d'un territoire, le capital social, c'est celui qui valide une information. Or, nous sommes dans un moment où on conteste. Celui qui est expert est contesté par celui qui ne sait pas. Et sur les plateaux de télévision, on a le même niveau. Celui qu'on interviewe sur le trottoir a autant de compétences que celui qui a une parole scientifique basée sur 50 ans d'expérience. Donc soyons attentifs à ce qu'aujourd'hui, probablement en tant qu'élu, moi lorsque j'étais président des maires ou lorsque j'étais moi-même dans ma propre commune, je n'avais pas du tout cette perception des choses. Mais aujourd'hui, vous avez des porteurs d'espérance, des porteurs de certification ou de certificateurs de la qualité d'une information, parce que vous avez ça dans vos familles ou dans vos concitoyens. Moi, quand je discutais avec quelqu'un en disant sur quelle base scientifique étayes-tu ton argument? Aucune. Mais il y a des sources officielles. Les sources officielles, c'est forcément partisan, c'est du côté du gouvernement ou du côté. Donc, donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien de possible. Et je crois qu'il va falloir réapprendre le temps des enjeux. L'enjeu énergétique est un enjeu majeur, l'enjeu de l'eau est un enjeu majeur, mais l'enjeu du vivre ensemble, et c'est pour ça que je disais que le contrat social me gêne un peu dans cette appropriation, car c'est un contrat État-citoyen, entreprise, salarié, sur droits et devoirs. C'est important. Mais je pense qu'il faut qu'on aille plutôt sur un contrat sociétal. Tu es sur ton territoire, tu dois connaître l'histoire de ton territoire. Tu es sur ton territoire, tu as des responsabilités vis-à-vis de l'autre, même si tu ne l'aimes pas. Moi, quand j'étais au Conseil économique, j'ai fait un sommet des consciences dans lequel mon objectif, c'était de dire, quand vous regardez une information, l'avancée du désert au Sahara, les incendies au Canada, etc., quelle est votre part de responsabilité pour aider celui qui subit cela, même si je n'aime pas l'arabe, même si je n'aime pas l'asiatique. Notre problème à nous, c'est comment réapprendre à nous sentir responsables de l'autre qui lui-même est responsable de moi. C'est des sujets compliqués parce que ça démarre. J'ai travaillé avec Boris Cyrulnik sur les 1000 premiers jours. Un enfant dans un milieu sécure ou dans un enfant insécure n'a pas le même comportement citoyen. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez transformé un individu en citoyen. C'était un long apprentissage. Il a fallu investir. Ça ne se fait pas. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le chemin que l'on doit prendre ou permettre de prendre à quelqu'un. Et ça pose un problème de compétences, ça pose un problème de moyens. Et sur la fondation des territoires, quel était l'intérêt de ça? C'est de dire quel est l'état des lieux. Il n'y a pas de projet sans territoire, il peut y avoir des territoires sans projet. Mais tout territoire a un potentiel. Mais tout individu a un potentiel. Mais il faut qu'il le découvre lui-même. Comment vous pouvez être des révélateurs de potentiel de territoire ou de potentiel d'individu. Deux, il faut qu'un élu soit un médiateur, car vous aurez à gérer de plus en plus de conflits. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et donc les gens vont s'opposer les uns aux autres. Et c'est plutôt intéressant lorsque l'opposition est positive, elle est neutralisante si l'opposition est négative. Et donc il y a aussi ce genre de choses à faire. Monsieur Delevoye, excusez-moi, on s'était promis que je ne devais pas vous couper la parole. Mais finissez votre phrase quand même. Le projet de vision, c'est très compliqué. Je me souviens lorsqu'on a mené une politique de recyclage des déchets.
que rien que ce petit réflexe de voir comment transformer le négatif en positif, le futur comme promesse du futur et l'autre comme un partenaire, lorsqu'on s'impose ces clivages dans une problématique d'eau, où d'un côté l'agriculteur dit c'est ma survie de mon élevage qui est en cause, et le citoyen qui dit mais moi je me fous de ton élevage, c'est l'eau dont j'ai besoin et on voit bien que nous sommes dans des conflits d'intérêts. Et donc je trouve que c'est intéressant de faire émerger ces conflits d'intérêts pour voir ensuite comment transformer une communauté d'intérêts en une communauté de destin. Merci beaucoup.